Bonjour à tous. Je vais donc vous parler de Monsieur X, qui est un monsieur de 85 ans qui vit seul chez lui. C'est un monsieur célibataire qui n'a pas d'enfant. Comme famille, il a un neveu qui habite à environ 500 km de chez lui, qui vient le voir à peu près une fois par an. Et Monsieur X est un ancien professeur de mathématiques à la retraite. Dans ses antécédents, on note une hypertension artérielle et une dyslipidémie. Ses voisins s'inquiètent car depuis plusieurs mois, ils le trouvent fatigué. Ils ont observé des troubles mnésiques et que son jardin, son domicile, était non entretenu, avec un entassement d'objets, de détritus et de poubelles. Ils appellent donc la mairie et une professionnelle du CCAS se déplace au domicile pour faire le point sur la situation. Elle prend ensuite contact par téléphone avec l'unité d'évaluation gériatrique pluriprofessionnelle dans la cité, qui est une équipe dont a parlé tout à l'heure Madame Rinfray, qui est composée d'un médecin gériatre, une infirmière, une assistante sociale, une ergothérapeute, une psychiatre et une secrétaire. Une visite est donc programmée au domicile de Monsieur X, après accord de son médecin traitant. En fait, en appelant celui-ci, on s'aperçoit qu'il n'a pas vu Monsieur X depuis environ 1 an, car celui-ci ne se rend plus à son cabinet. Le médecin traitant transmet les documents médicaux qu'il a à sa disposition au médecin gériatre de l'équipe. Lorsque l'équipe se déplace, une évaluation gériatrique pluriprofessionnelle est réalisée et objective tout d'abord des troubles cognitifs avec un retentissement sur les activités instrumentales de la vie quotidienne. Monsieur X explique par exemple qu'il a du mal à conduire sa voiture, mais qu'il a du mal à conduire sa voiture et qu'il a eu récemment 2 accrochages. Par ailleurs, il ne se souvient absolument plus de l'endroit où il l'a garé dans la rue. Il fait quelques courses à la supérette à côté de chez lui, mais il oublie régulièrement le code de sa carte bleue. Il achète des plats surgelés, des plats tout faits. Il a du mal à les faire réchauffer dans son micro-ondes. Récemment, d'ailleurs, il a mis une casserole dedans, ce qui a occasionné des dégâts. Il a oublié de faire sa déclaration d'impôt, n'a pas payé sa dernière facture de gaz et n'a pas réussi à faire réparer sa chaudière qui est en panne. Il utilise le téléphone, mais uniquement pour répondre, notamment quand des amis ou son neveu l'appellent, mais ne prend pas l'initiative de les appeler. Il ne fait plus le ménage à son domicile. Le domicile n'est effectivement pas du tout entretenu, avec un entassement d'objets et de poubelles. Enfin, il ne prend plus son traitement car il n'a plus de suivi médical, n'a pas vu son médecin depuis 1 an, et il explique qu'il a des difficultés à marcher jusqu'au cabinet et qu'il ne peut donc pas aller voir son médecin. Il ne fait pas sa lessive, les vêtements sont usagés et tachés. Par ailleurs, l'équipe met en évidence une dénutrition. Monsieur a perdu 10 kilos en 1 an. Il reconnaît qu'il s'alimente très peu. Il rapporte également plusieurs chutes, que ce soit dans son domicile ou dans son jardin, avec parfois des difficultés pour se relever. Son voisin est déjà intervenu pour l'aider. Il a également des troubles visuels. Il n'a pas vu de médecin ophtalmo depuis plusieurs années et évoque une cataracte. Enfin, c'est un monsieur qui est isolé et il est, a priori, plutôt opposé à l'intervention d'aide à son domicile. Alors, à l'issue de cette visite à domicile, plusieurs interventions, bien sûr, vont être proposées et des informations d'ordre médical et social concernant ce monsieur vont être échangées entre différents professionnels. Nous sommes donc là au cœur du débat de cette table ronde. Quelles sont les informations qui relèvent du secret professionnel partagé? Que partage-t-on et avec qui? Et quelles sont les informations essentielles à partager pour être vraiment utiles à la personne? Alors je vais repasser la parole au docteur Vidot pour qu'elle nous parle un peu des voies d'information médicale concernant Monsieur X. Par exemple, avec le médecin traitant, comment communique-t-on? Avec quel niveau de sécurité? Alors à la fin de la visite, j'ai demandé à Monsieur X s'il acceptait de reprendre un suivi médical et si c'était avec le médecin traitant qu'il connaissait, ce qu'il a accepté. Il a dit qu'effectivement, il souhaitait que son médecin continue à le suivre. En revanche, il demandait à ce que son médecin vienne au domicile. J'ai également dit à Monsieur X que j'allais donc prendre contact par voie téléphonique avec son médecin et il était d'accord avec cette démarche. Quand j'ai appelé son médecin traitant, nous avons donc échangé des informations à propos de Monsieur X. Je lui ai notamment expliqué qu'on s'était rendu à son domicile, les conclusions de l'évaluation,
et les difficultés pour Monsieur X de se rendre à son cabinet. Donc là, il s'agit d'un contact téléphonique entre deux médecins pour discuter de la situation d'un patient. Par ailleurs, à la fin de toute évaluation, il y a un courrier médical très circonstancié qui est réalisé et qui est transmis au médecin traitant, soit par voie postale, soit de plus en plus par la messagerie sécurisée, parce qu'il y a de plus en plus de médecins qui ont cette messagerie. Très bien. Donc, on a vu ce matin les recommandations des étudiantes du Master 2 qui sollicitaient des documents écrits. Donc, dans cet échange avec le médecin, il y a bien d'abord des informations orales qui sont partagées, mais ensuite, vous remettez tout par écrit et ça lui est envoyé par messagerie sécurisée. Donc, a priori, les choses sont bien faites. Voilà. Alors, par contre, ou pas par contre du tout d'ailleurs, mais quand vous avez appelé le neveu, qui manifestement n'est pas au domicile de Monsieur X puisqu'il est assez éloigné. Quelles sont les informations que vous avez pu échanger avec lui? Alors c'est l'assistante sociale qui en général appelle l'entourage familial ou l'entourage professionnel du patient. Elle, bien évidemment, là, concernant Monsieur X, elle lui a demandé si son neveu pouvait être prévenu, et c'est d'ailleurs lui qui nous a donné son numéro de téléphone, sinon on n'aurait pas eu accès ni à cette information, ni à ce monsieur. Monsieur X était d'accord pour qu'on l'appelle et qu'on prenne contact avec lui. En revanche, il ne souhaitait pas qu'on évoque avec lui un diagnostic ou même le fait qu'il ait des troubles cognitifs. Bon, l'assistante sociale a fait part de certaines difficultés rencontrées par Monsieur X, dont le neveu était bien conscient. Lui, enfin, alors c'est pas un professionnel. Là, il s'agit d'échanges avec la famille, et ce n'est pas de la famille proche, puisque c'est son neveu qui est quand même assez éloigné, qu'il le voit rarement. Mais Monsieur X tenait quand même à ce que son neveu puisse être un petit peu plus présent, et le neveu a dit qu'il allait essayer d'être plus présent, de venir le voir un peu plus souvent. Néanmoins, il a quand même argué d'un travail très prenant pour dire qu'il ne pourrait pas s'impliquer non plus de façon très rapprochée. Et le neveu vous a fait part, qu'il redoutait que Monsieur X prenne sa voiture. Vous avez pu en parler avec lui? Oui, parce qu'effectivement, la dernière fois que le neveu était venu, il était monté avec Monsieur X et il avait eu très peur de la conduite de son oncle et avait déjà objectivé une problématique sur la conduite automobile. Et donc, il s'interrogeait, enfin, rapidement, il a interrogé l'assistante sociale en disant « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour la conduite? Est-ce que vous pensez que mon oncle est apte à conduire encore ?» Merci. Bon, je vais passer la parole maintenant à Monsieur Labarceau, qui est donc coordonnateur des parcours. Donc, l'assistante sociale va probablement vous contacter dans un cas comme ça. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles informations, justement, vous allez partager avec elle et avec d'autres professionnels? Merci, professeur Rinfrey. Peut-être pour replacer le contexte un petit peu de l'intervention des PTA, redire en 2 mots en quoi ça consiste pour ceux qui ont pas l'habitude. Je pourrais faire 4 heures, mais je vais essayer de le faire plus court. Oui. Merci. Donc les PTA ont été créés dans le cadre de la loi de modernisation de la santé de 2016 et ont vocation en fait à réunir sur les territoires tous les dispositifs de coordination qui existaient, et notamment, donc peut-être que vous connaissez un peu plus les MAIA, avec la coordination des cas complexes. Donc les TTA reprennent les missions qui incombaient aux MAIA, c'est-à-dire la mission 1 d'information et d'orientation, la mission 2 donc de coordination des situations des personnes vivant à domicile en situation complexe, et la mission 3 donc d'animation de territoire. Donc dans ce cadre-là de la situation, nous sommes sollicités sur notre mission 2 donc de coordination. Donc on prend contact avec nous par n'importe quel biais, donc au niveau messagerie sécurisée, au niveau appel téléphonique. Et donc nous utilisons au niveau des PTA, à la demande de l'ARS et de beaucoup de professionnels libéraux maintenant, l'outil numérique Paco Globule. Donc, dans le cadre de la réception de cette demande, nous créons donc un dossier de demande Paco Globule, qui est un outil numérique sécurisé, bien évidemment au niveau santé. Et donc nous créons ce qu'on appelle un dossier de demande, un dossier un peu temporaire, qui va nous permettre de récupérer les informations que Dr Vido peut nous transmettre à ce moment-là pour cette situation ou son assistante sociale. Et nous avons alors des démarches à effectuer concernant justement la récupération des non-oppositions de la personne. C'est-à-dire 2 niveaux de non-opposition. Il faut bien comprendre que ça se joue à ces 2 niveaux-là. Il y a une non-opposition quant à notre intervention en tant que PTA,
Donc au niveau du stockage des données personnelles et de leur traitement, c'est plutôt le volet RGPD de 2018 qui nous impose de récupérer cette non-opposition. Et au niveau du partage d'informations, dans le cadre de cette loi modernisation de la santé, la notion d'équipe de soins qui a été déjà abordée. Donc les PTA et leurs coordinateurs de parcours font pleinement partie de cette notion d'équipe de soins. Donc un coordinateur de parcours peut réceptionner ces informations. Et nous devons à ce moment-là donc demander à la personne, dans un délai qui nous est imparti d'1 mois, de récupérer auprès de la personne ces deux non-oppositions, donc au traitement de ces données à caractère personnel et au partage d'informations. Après, plusieurs cas de figure peuvent arriver, à savoir qu'une personne peut présenter ou pas un trouble du jugement. Alors à ce moment-là, si on détermine, avec le lien qu'on a pu avoir en amont avec le médecin traitant aussi, ou le médecin spécialiste, si on détermine qu'il y a un trouble du jugement de la personne avéré, à ce moment-là, la deuxième étape est de récupérer ces non-oppositions auprès du mandataire, à un niveau donc de tutelle qui représente la personne et qui peut donc déclencher notre intervention. Et si cette personne n'est pas sous protection juridique, c'est en troisième lieu le médecin traitant qui a vocation à affirmer le positionnement des professionnels et à déterminer l'intervention de la PTA dans cette coordination. Voilà, donc il y a bien ces trois niveaux et nous avons ce délai, nous, d'1 mois pour récupérer la parole de la personne et traiter au bon niveau l'information. Et alors, imaginons que la personne ne veuille absolument pas partager ces informations. Oui. Comment ça se passe? C'est un cas de figure qui est envisagé, effectivement. C'est très bien de me poser la question. Et là, la loi, en fait, nous a permis de déterminer, et c'est pour ça, je reviendrai un peu, c'est un peu technique, mais que ce dossier donc qu'on a créé au niveau de Paco Globule, il est temporaire, parce qu'on a ce temps-là pour récupérer ces non-oppositions. Dans ce délai d'1 mois, si la personne dit non, j'y suis opposé, et qu'on a une interprétation un peu délicate sur les troubles du jugement, on en reparlera peut-être tout à l'heure, hein, sur cette frontière qui est délicate, il y a des fois c'est évident, des fois c'est pas évident. Donc là, on a un délai, en fait, de 6 mois pour négocier auprès de la personne, durant ces 6 mois, lui présenter l'intérêt de notre intervention concernant l'évaluation multidimensionnelle dont elle peut bénéficier à domicile par nos coordinateurs de parcours, et de lui montrer l'intérêt aussi également de partager les informations dans l'équipe de soins qui l'entoure, aussi bien avec son médecin traitant, son infirmière, l'assistante sociale, vraiment l'équipe de soins au sens large. Donc nous avons ce délai de 6 mois. Durant ce délai-là, effectivement, si au bout de ce délai, la personne réaffirme son opposition, que de par les contacts médicaux qu'on a pu avoir, ces troubles du jugement ne sont pas altérés, à ce moment-là, nous n'avons pas à intervenir et nous n'avons pas à garder de données personnelles de cette personne. C'est pour ça que je vous parlais de ce dossier temporaire, parce qu'il y a une possibilité technique dans ce dossier temporaire, c'est qu'on peut anonymiser ce dossier. Donc on fait une démarche technique d'anonymisation et on classe et on archive cet accompagnement. Oui. Alors, pour ceux à qui le système Paco Globule n'évoque pas grand-chose, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu plus précisément, ou Marie-Neige, je ne sais pas, comment ça fonctionne? Oui, je vais le faire. Allez, Bastien. Oh, mais c'est parce que c'est notre outil métier au niveau des PTA de tous les jours. Donc effectivement, nous, c'est un outil métier, donc il est beaucoup plus complet que peut-être d'autres professionnels peuvent avoir à utiliser. La matrice principale, c'est un outil d'échange sécurisé entre professionnels de santé et pas que, professionnels santé, sociaux et médico-sociaux autour d'une situation individuelle. Là où je rassure directement un peu tout le monde, puisqu'on est dans le sujet du jour, c'est que des informations sont échangées, mais en confidentialité aussi par rapport à son profil professionnel d'origine et aussi à sa fonction. Je parle de ça parce que c'est important. Le coordinateur de parcours au sein de nos PTA peuvent être de profils sanitaires, sociaux ou médico-sociaux, mais leur fonction de coordinateur de parcours, de par, et ça a été réaffirmé dans la loi de modernisation de la santé, participent à l'équipe de soins et peuvent avoir accès à des données de santé notamment, même s'ils ne sont pas professionnels de santé. C'est leur fonction qui leur permet à ce moment-là d'accéder à ces données et de manière sécurisée. Donc on peut échanger ces informations via Paco Globule de manière sécurisée. Ce n'est pas le seul outil d'échange. On a aussi le téléphone, entre guillemets, comme avant, les échanges physiques avec les professionnels. Mais la fonction centrale de coordinateur de parcours dans cette animation du plan d'aide lui permet de faire circuler l'information.
Alors, c'est-à-dire en pratique que comment, mettons le médecin à qui vous allez faire un retour de votre action, ou peut-être les infirmiers à domicile, par quelle voie simple ça passe? Ils sont pas devant leur ordinateur toute la journée. J'ai envie de dire, tout dépend de l'information que l'on a à en transmettre. L'outil PAC au globule dont on parle n'est pas un outil d'urgence, par exemple. Ça, c'est bien clair. C'est pas sa vocation. Si on a des choses urgentes à dire à un médecin, on le fait plutôt par téléphone. Et après, l'échange de documents sécurisés santé peuvent se faire par le biais de l'outil PAC au globule ou les messageries de santé sécurisées, dont maintenant toutes les PTA à la demande de l'ARS sont dotées. Donc il y a un échange sécurisé de données de santé qui peuvent se faire à ce moment-là. Voilà. Donc tout dépend de la donnée qu'on a effectivement envie d'échanger avec les professionnels. Donc Marie-Neige, toi, en pratique, comment ça se passe pour vous? Alors en pratique, nous, c'est pas notre outil métier parce qu'à l'hôpital on utilise un autre logiciel, donc c'est pas là-dessus qu'on fait nos évaluations, enfin qu'on utilise au quotidien. En revanche, c'est vraiment un outil d'échange, notamment avec la PTA, ça c'est sûr, qui est très important. L'assistante sociale, l'infirmière, en fait la secrétaire tous les jours se connecte et regarde les informations qui sont arrivées. Tout à l'heure, on parlait de la transmission du courrier médical. Ça peut aussi être un moyen de transmettre le courrier médical rapidement. Par exemple, quand le médecin traitant me dit « Ah ben, je viens de faire une IRM à ce monsieur », il peut me le mettre sur PAC au globule, enfin, s'il n'a pas, par exemple, la messagerie sécurisée. Et on peut aussi communiquer comme ça. C'est très sécurisé également et ça permet la transmission aussi d'informations médicales entre médecins. Et comme l'a dit Bastien, nous, quand on donne des informations, elles sont adaptées selon si on s'adresse au médecin, au kiné, à l'infirmière, enfin voilà. Concernant ce partage d'informations, il faut bien entendu revenir à la source, c'est-à-dire que l'information est partagée si elle est jugée nécessaire à la coordination autour du patient, et tout n'est pas à partager, bien évidemment. Mais ça nous permet de pouvoir faire circuler cette information plus librement dans un cadre sécurisé, chose qui a posé problème durant de nombreuses années au niveau du fractionnement et du cloisonnement entre les professions notamment et entre les missions de chacun. Cette notion d'équipe de soins est vraiment centrale pour permettre une optimisation de l'accompagnement de la personne. Et c'est en ça, par rapport à une éventuelle opposition que la personne peut manifester à un moment donné, c'est en ça qu'on doit lui démontrer l'intérêt pour lui. Voilà, vraiment, c'est que toute cette équipe est autour de lui, a besoin d'échanger de l'information pour optimiser son parcours de santé et son parcours d'accompagnement. Je pense que l'information du patient, c'est vraiment essentiel. Ouais. Pour avoir discuté il y a peu de temps avec une famille qui se plaignait de certaines choses, ils étaient très étonnés que, par exemple, au cours d'une hospitalisation, alors là je reviens à l'hôpital, mais ça dénote bien la pédagogie qu'il y a à faire là-dessus, qu'au cours d'une hospitalisation, par exemple, le neurologue qui n'était pas dans le service où était hospitalisé le patient ait pu avoir accès au dossier du patient. Voilà, ça leur paraissait tout à fait curieux. Ils n'avaient pas donné leur autorisation, on leur avait pas demandé expressément, ce qui est vrai. Et donc, c'est là où il faut expliquer ce que vous dites très bien, c'est-à-dire la notion d'équipe de soins au sein de laquelle le secret est partagé. Ça va pas de soi, en fait, hein, pour la plupart des personnes. Pour préciser, ça c'est très intéressant, ça me permet de rebondir. Cette demande et cette non-opposition de la personne au partage d'informations dans la notion d'équipe de soins, elle n'est pas à redemander à chaque fois au patient. Elle est considérée comme acquise, même si le patient, bien sûr, peut revenir sur sa décision. Hein. Mais l'information circule une fois que la personne a donné à une personne de membre de cette équipe de soins, l'information peut circuler. On n'est pas à chaque fois obligé de lui redemander. Après, il peut manifester son opposition, mais ça sera une opposition globale à ce partage. Voilà, donc ça c'est important comme notion de se dire que à la fois il y a ce niveau dans la loi de modernisation de la santé et RGPD où on peut se dire c'est contraignant, mais en fait ça facilite les choses. Ça facilite les choses. Il ne faut pas avoir la contrainte de je dois récupérer à chaque fois. Non. Quand on est membre de l'équipe de soins, on peut partager l'information une fois que la non-opposition a été recueillie. À part si, encore une fois, le patient ou la personne manifeste son opposition à tout moment et elle a le droit. Le RGPD le redit et c'est très important sur le droit à l'oubli. Enfin, voilà. Donc tout ça, après, c'est peut-être pas le détail aujourd'hui de rentrer dans, mais il peut manifester et ce droit à l'oubli est possible par un document écrit et on efface toute donnée. Pareil pour récupérer son dossier de coordination, au-delà du dossier médical qu'il peut récupérer à l'hôpital par des démarches. Il peut récupérer son dossier de coordination au niveau des échanges et des partages d'informations sur PAC au globule.
Donc ça, c'est très important. Alors justement, il le demande à qui? Alors ça, c'est une demande écrite, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais c'est une demande écrite auprès de l'hébergeur de ces données d'information, donc qui sont ESEA au niveau Nouvelle-Aquitaine, donc qui met en place cet outil Paco Globule avec celui qui l'a développé, donc Ilab. Et donc c'est une démarche écrite de récupérer ce dossier de coordination auprès des EA, et à ce moment-là, on se doit, dans un délai imparti, de donner ces informations à la personne. Voilà. Très bien, merci. Donc, Madame Garnier, si ce monsieur, il est très isolé, on se rend compte qu'il a des troubles cognitifs, l'assistante sociale va peut-être mettre en route une demande de protection juridique. Et là, vous allez intervenir. Vous pouvez nous raconter comment ça se passe? Je prends le micro carrément. Oh là. Oh. Alors bonjour, je ne sais pas s'il fonctionne. Si, c'est bon. Bonjour. Avant de commencer, juste pour terminer sur Paco Globule, qui est un outil sur lequel la OGPE, l'association. Alors, comment on fait pour... Vous avez le micro de coupé. Il y a un problème là. Oui, un petit problème de son, mais ça va arriver. On n'entend plus rien. Si vous voulez. Bonjour. On vous voit. Bonjour. Oui, donc je reprends, je disais que pour faire suite à l'intervention sur Paco Globule, quand on est mandataire et qu'on est partenaire, ce qui était le cas de la OGPE au niveau de l'association de tutelle avec Paco Globule, ça permet d'avoir un outil de communication qui, par exemple, suite à une hospitalisation pour une personne protégée, nous permet rapidement d'organiser le retour à domicile, les infirmières libéraux, etc. Et on peut choisir dans l'outil à qui on veut communiquer l'information. Donc ça aussi c'est important. Il faut savoir que le mandataire prête serment auprès du tribunal et donc effectivement est lié au secret professionnel. Donc ça c'est important à dire. Dans le cadre de ce monsieur, si une requête est rédigée, alors ça peut être une requête rédigée par la MAIA, enfin ou la PTA, ça peut être une requête rédigée par un médecin expert, ça peut être une requête rédigée aussi par un voisin qui est lié avec la personne. Enfin, il y a plusieurs personnes qui peuvent rédiger cette requête. Dans cette requête, on donne des informations liées à la personne et au requérant. Et à ce moment-là, on alerte finalement le procureur et pour demander une mesure de protection parce qu'il y a urgence, la personne est en insécurité. À ce moment-là, si la personne, via le certificat médical qui est rédigé par un médecin expert auprès des tribunaux, mentionne qu'elle peut être auditionnée, elle le sera avant. Si ce n'est pas le cas, le juge, qui aujourd'hui s'appelle le juge du contentieux de la protection et plus le juge des tutelles, donc nomme un mandataire. Alors, il peut nommer un mandataire privé ou en association. Donc le mandataire, à ce moment-là, le chef de service, par exemple, au niveau du tribunal de Libourne, est informé du nouveau dossier
Et donc, moi, je vais prendre les notes au tribunal pour prendre connaissance du dossier, c'est-à-dire les informations administratives, date de naissance, lieu d'habitation, et effectivement, on prend connaissance du contenu de l'expertise et de la requête, ce qui nous permet de pouvoir commencer à ouvrir la mesure de protection. Et la notion de la mesure de protection, il y a des niveaux différents. Souvent, c'est d'abord une sauvegarde de justice. Et dans le rapport d'expertise du médecin, le médecin peut demander une mesure de curatelle renforcée pour tant d'années ou une mesure de tutelle. Et après, lors de l'audition, c'est le juge qui va trancher. Voilà le déroulé par rapport à la réponse du requérant et de l'expert. Donc, le mandataire reçoit le dossier, prend contact avec les différents professionnels pour s'informer de la situation, l'histoire de vie et bien sûr avec la personne protégée s'il n'est pas opposant et s'il est en capacité de s'exprimer pour mettre en place un rendez-vous et le rencontrer. Et là commence tout le travail d'ouverture donc de la mesure de protection. Et donc, quand vous parlez du dossier, est-ce qu'il y a dedans des informations médicales? Est-ce qu'il y a le fameux certificat que le médecin agréé doit rédiger? Oui, il y a le certificat médical. Alors après, dans la prise de notes, on reste, comment je peux vous dire, on reste mesuré dans ce que l'on va rédiger nous-mêmes, c'est-à-dire moi par exemple. Mais c'est important pour le mandataire de savoir globalement comment se porte la personne protégée. Est-ce qu'elle a des troubles cognitifs? Est-ce qu'elle n'en a pas? Est-ce qu'il y a un médecin? Est-ce qu'il y a un psychiatre? Est-ce qu'il y a eu des hospitalisations répétées? Est-ce qu'il y a des traitements médicamenteux? Est-ce qu'il y a une rupture de soins? Vous avez parlé tout à l'heure de ce monsieur qui est en rupture de soins, c'est important à savoir. Qu'est-ce qu'il dit aussi? L'expertise peut être, selon les experts, plus ou moins complète et détaillée. Hein. Ça, c'est lié, enfin, je dirais, à la rédaction. Voilà, alors justement, on va demander à Marie-Neige Vidot, qui est également médecin agréé auprès du tribunal, qu'est-ce qu'on doit mettre dans les certificats, qu'est-ce qu'il vaut mieux ne pas mettre? Alors, le tribunal de Bordeaux a édité une trame qu'il envoie à tous les médecins qui sont agréés auprès du tribunal, et donc on est plutôt censé suivre cette trame. Donc en fait, les certificats médicaux se doivent quand même être circonstanciés. Oui. Sinon, le juge peut appeler et dire il me manque des informations. Parfois, on n'a pas accès à ces informations. Effectivement, si on va voir un patient à son domicile, qu'il n'y a pas d'entourage et que lui-même ne peut pas rapporter certaines informations, s'exprimer, il se peut que le certificat manque de données. Bon, la plupart du temps, il y a quand même un entourage, enfin quelqu'un qui peut donner des informations. Il y a le médecin traitant, bien évidemment. Donc c'est un certificat médical, ça veut dire que c'est un certificat confidentiel qu'on envoie au juge sous pli fermé. D'ailleurs, souvent, quand ce sont les familles qui sont à l'origine de la demande, personnellement, je leur dis surtout n'ouvrez pas ce certificat, parce qu'ils s'empressent de faire 2 minutes après, mais je leur recommande parce que le juge, s'il s'aperçoit que le certificat a été ouvert, est en général assez mécontent. Donc il faut que le certificat arrive fermé, parce que c'est confidentiel. Après, le déroulé, c'est qu'il y a un examen clinique, un examen neuropsychologique. Donc ce qu'attendent les juges, c'est un rappel sur les antécédents. Des antécédents qui sont notables, c'est-à-dire qui vont servir. Bien évidemment, on n'est pas obligé de rappeler des antécédents médicaux qui ne vont en rien participer à la décision d'une mesure de protection juridique. Et d'ailleurs, on s'en garde quand ce n'est pas utile. Donc les antécédents médicaux, on rappelle un certain nombre de données administratives de base, et puis après, la façon dont cette personne vit, son entourage, à la demande de qui la requête est effectuée, ce qui peut être très important, ce sont les enfants, l'assistante sociale, le voisin. Ça peut être aussi la personne elle-même, quand elle est elle-même demandeuse. Et puis après, on réalise un certain nombre de tests, dont je pense que Sophie nous rappellera tout à l'heure un peu la structure, mais la plupart du temps, ce sont des tests pour évaluer la mémoire, les fonctions exécutives, comme le MMS, le test de Dubois, le test de l'horloge. Enfin, il y a un certain nombre de tests qu'on effectue. À la fin de ce certificat, on exprime, on donne ou pas un diagnostic. En tout cas, on dit qu'il y a des troubles cognitifs ou des troubles psychiatriques.
et on essaie de dire dans quelle mesure ça altère le quotidien. Enfin, en tout cas, la réalisation des activités instrumentales de la vie quotidienne dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité à payer ses factures, à faire venir un réparateur pour sa chaudière, à faire ses courses, à payer, à faire des chèques, voilà. Et puis le juge demande aussi à ce qu'on, alors ça c'est beaucoup plus difficile, à ce qu'on s'exprime sur la capacité de jugement, ce que tu évoquais tout à l'heure. C'est central. Ouais. Et là, c'est très difficile parfois, parce qu'en fait, en fonction de ça, le juge s'orientera plutôt vers une curatelle renforcée ou vers une tutelle si le patient n'est pas du tout capable d'exprimer sa volonté ou en tout cas a une altération du jugement importante. Et là aussi, on essaie déjà de donner de dire si on pense qu'il faut mieux s'orienter vers une curatelle renforcée ou une tutelle. C'est ça. Tout en sachant, comme le disait Nathalie, qu'en fait c'est le juge évidemment qui va décider. Donc nous, on a juste un avis. Et après, on donne aussi un avis sur sa capacité, enfin sur la façon dont les troubles risquent d'évoluer. Alors parfois, quand on voit des personnes dans une situation un peu aiguë, on se dit que les troubles peuvent évoluer, enfin favorablement. Et dans ce cas-là, il faudrait revoir à court terme ou moyen terme cette mesure. En revanche, quand on est devant des patients qui ont des troubles cognitifs très sévères de façon chronique, on peut s'avancer en disant qu'on pense que ces troubles vont durer et qu'il n'y aura pas d'évolution favorable. Mais est-ce que vous avez le droit de mettre dans le certificat des diagnostics comme par exemple maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer? Ouais. D'accord. Et donc vous allez recevoir ça en fait? Non. En fait, non. Le certificat médical et la requête, c'est-à-dire la rédaction de la requête, c'est le dossier du tribunal. Ça ne sort pas du tribunal. Mais moi, en tant que chef de service, je suis habilitée à aller prendre des notes, mais des notes, je dirais, synthétiques. Je ne sors aucun document, il n'y a aucune copie de document, mais je fais, si vous voulez, une synthèse de manière à donner des éléments à la mandataire qui va gérer le dossier, des éléments qui vont l'éclairer par rapport à l'accompagnement de la personne. Voilà, en fait c'est ça mon objectif. Donc ça peut être des éléments sur la famille, l'entourage, le domicile, l'histoire de vie, tout ce que je peux, je dirais, lire qui va permettre rapidement de prendre contact, par exemple avec des professionnels, des numéros de téléphone, pour rapidement pouvoir, j'allais dire mailler, excusez-moi le terme, autour de la personne, parce que, si vous voulez, le problème de la mesure de protection, elle est vécue par la personne protégée comme quelque chose de très agressif. Pour eux, c'est le tribunal, c'est c'est dramatique. Une mesure de protection, j'ai plus de liberté, je vais plus pouvoir aller acheter mon paquet de tabac sans demander l'autorisation. Enfin, c'est vécu de façon très traumatisante. Donc nous, vraiment, quand on a la chance d'avoir des professionnels qui sont déjà autour de la personne, je parle du domicile, parce que évidemment en établissement on les a, ça il y a pas de sujet. C'est quand même très important parce que quand la personne est toute seule, sans personne, sans étayage, sans rien, et que nous on arrive au domicile comme ça, je peux vous dire que ce sont des moments sur lesquels il faut vraiment réfléchir avant d'aller, et souvent d'ailleurs on y va à deux parce que normalement dans l'absolu on vient et on doit repartir avec beaucoup d'éléments de la vie de la personne et notamment des choses pratiques de type chéquier, carte bancaire. Évidemment, on va pas le faire à la première visite, mais l'objectif, c'est ça. Donc la porte, elle s'ouvre parfois très difficilement. Et c'est vrai que quand on a la chance d'avoir des professionnels, on les contacte et souvent on fait le rendez-vous avec eux pour que la personne soit moins agressée par la visite du mandataire. Et puis en général, il ne sait même pas à quoi ça correspond, le mandataire. Donc il faut expliquer aussi. C'est des rendez-vous en général assez longs. Peut-être pour préciser, professeur Manfred, c'est vrai qu'il y a toujours un sacro-saint autour de ces diagnostics médicaux. Ouais. Ce qui est important à percevoir, au-delà du diagnostic, pour un mandataire comme pour un coordinateur de parcours par exemple, c'est plutôt les conséquences dans la vie quotidienne des gens. C'est ça. Le diagnostic, c'est important quand on a besoin de le savoir pour anticiper un petit peu l'évolution de la pathologie, quand on a des connaissances médicales ou paramédicales. Mais ce qui est important pour tout professionnel, c'est de se dire maintenant, qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il sait plus faire. C'est ça. C'est ça qui est important. Pour pouvoir justement étayer par la mise en place d'aide à domicile, c'est ça. Donc faut un peu faire circuler cette information, que le diagnostic, il est à partager entre médecins, c'est sûr. Au-delà de ça, certainement, quand même, avec des coordinateurs de parcours ou des professionnels sanitaires,
plus en vue de se projeter sur l'avenir, mais à l'instant T, c'est plus les conséquences de ces diagnostics et les troubles que ça peut engendrer. Donc ça, c'est une très bonne illustration des informations utiles et de celles qui le sont moins, en tout cas. Voilà, ça c'est vraiment une très bonne illustration, parce qu'on sait très bien que le diagnostic de maladie d'Alzheimer, par exemple, peut être très discriminant pour la personne. Quand il est connu de l'entourage indirectement, ça peut être très compliqué. Donc on n'est pas obligé, une fois que ça a été dit, d'en reparler, et on transmet d'autres informations, comme vous disiez, plus utiles sur ce que la personne peut encore faire ou ne peut plus faire, etc. Et de suivre l'évolution, parce que des prédictions dans une maladie neuroévolutive, c'est compliqué à faire. Et donc nous, au quotidien, que ce soit les mandataires ou les coordinateurs de parcours, ils ont à suivre l'évolution et l'éventuelle perte d'autonomie de la personne et de s'adapter à ça. C'est surtout ça qui est le plus important. Alors je rajouterai juste une chose, il y a une notion très importante dans ce certificat médical, c'est le profil de cette personne qui va être protégée, à savoir est-ce que c'est un profil à risque pour lui-même ou pour les autres. Et oui, parce que si vous voulez, le métier de mandataire est un métier à risque. On ne sait pas, on ne sait pas qui on va trouver derrière la porte. Vous avez des gens qui sont qui ont des pathologies psychiatriques, avec, je sais pas où la prendre, des délires, des paranoïas, de l'agressivité. Donc nous, il faut que, si on le sait, si vous voulez, on n'a pas la même attitude et on n'y va pas seul déjà. Ça, c'est la première chose. Mais il va bien falloir rencontrer la personne, quoi qu'il arrive. Et du coup, on peut réfléchir en amont, soit comme d'habitude avec les professionnels, soit avoir la personne dans un autre lieu que son domicile, si c'est possible. Vous voyez, donc ça permet de ne pas aller comme ça en frontal dans un domicile. Vous savez, sur les secteurs du Sud-Gironde, vous avez encore des maisons au fin fond des bois, ce n'est pas une plaisanterie. Avec comme vous avez dit pour ce monsieur, des amas de choses dans le jardin, on ouvre la porte, c'est un autre monde. Donc si vous voulez, on a beau être, comment dirais-je, investi en tant que professionnel, bon, on n'a peut-être pas envie d'y perdre la vie non plus. Voilà. Donc non mais je vais dire, non mais ça arrive, c'est de plus en plus visible. Et c'est vrai que le certificat médical, je dis pas qu'on va noter monsieur dangereux, c'est pas ça. Mais en tous les cas, s'il y a une notion de dangerosité qui a déjà été mentionnée par le médecin, éventuellement par les professionnels s'il y en a, par le requérant, là on est alerté quand même. Et le juge aussi est alerté. Et c'est important. C'est important. Je pense que ça, c'est pas, on va pas le divulguer. Ce sont des informations qu'on va conserver dans nos logiciels. Tout est sécurisé, tout est bien organisé. Mais en tous les cas, nous on le sait. C'est important. Ça permet aussi de transmettre une information qui sert à rencontrer correctement la personne. Pour rebondir là-dessus, c'est très important, et ça a été redit dans la loi de modernisation de la santé, quand on est dépositaire d'une information et qui est très pertinente, elle doit être partagée maintenant. C'est plus à l'inverse. C'est fondamental. Si on omet de la partager alors que ça a des conséquences, vous parliez d'agressivité, alors qu'un professionnel va se rendre à domicile, c'est à la limite là maintenant qu'on est fautif. C'est ça. C'est notre responsabilité qui est engagée. Si on ne communique pas avec les professionnels, même avec, par exemple, via Paco Globule, si jamais on a eu une visite avec une personne protégée qui s'est passée de façon très houleuse, avec beaucoup d'agressivité, on se doit d'en informer les professionnels qui ont l'habitude d'y aller, les infirmiers à domicile, les auxiliaires de vie, etc. Ça, c'est fondamental. C'est pas forcément ne pas porter quelque chose qui ne doit pas l'être. Au contraire, c'est l'inverse. D'accord. Et m'est venue une question. Dans votre association, est-ce que vous discutez des dossiers ensemble, ou est-ce que chaque mandataire est tenu au secret professionnel pour la personne dont elle est responsable? Alors nous avons des espaces en fait organisés pour pouvoir échanger ensemble sur les situations complexes. Alors d'abord il y a effectivement, je dirais, les réunions avec l'encadrement, et moi j'ai une réunion tous les 15 jours avec l'équipe des mandataires, encadrée avec une psychologue clinicienne, pour évoquer les situations pour lesquelles elles rencontrent des difficultés, soit pour exercer la mesure, soit des difficultés de positionnement, soit de prise en soin, et à qui on s'adresse. Et là, la psychologue est là pour apporter des réponses qui sont en lien avec la situation. Mais ça sort pas de l'unité. C'est vraiment en interne, et après on a nous, notre patron de toute façon c'est le juge des tutelles, le juge de la protection et du contentieux.
Donc on doit effectivement tous les ans faire un compte rendu pour expliquer l'histoire de vie, la situation, comment on travaille avec, etc. Il y a l'aspect accompagnement et il y a l'aspect aussi bien sûr gestion administrative et financière des ressources, des dépenses, etc. Mais il y a aussi beaucoup l'accompagnement. Et les juges maintenant sont très attentifs à ça. Hein. Très attentifs à ça. C'est Mais plus. professeur, au sein de toutes les voilà. équipes, cette notion de secret partagé existe. Pareil au niveau des coordinateurs de parcours qui ont en charge et en référence des situations individuelles en accompagnement. Il y a des temps hebdomadaires d'échange autour des situations complexes. Oui, oui, bien sûr, voilà. mais je pense que c'est bien de le rappeler, de le dire, de le préciser et que tout le monde soit au courant. C'est parce que justement le périmètre de ce secret professionnel partagé. Bon, c'est pas toujours très très simple à définir. Ça dépend vraiment des circonstances, des structures, des lieux. Je vais peut-être passer la parole maintenant à Sophie Laguarde. Donc, comme beaucoup de personnes âgées dans des situations complexes à domicile et en grande difficulté, ces personnes-là ont des troubles cognitifs. Et donc, c'est vrai qu'elles finissent, grâce à l'équipe mobile, à arriver en consultation mémoire. Et donc là, va se poser un certain nombre de problèmes sur les informations qu'on va pouvoir donner à l'issue du travail que vous faites et comment on les partage et avec qui, toujours la même problématique. Oui, merci. Bon, je vais quand même commencer par vous donner quelques éléments sur le contenu d'un bilan neuropsychologique. Donc, ça ne se résume pas à une évaluation des troubles cognitifs. Hein. Je débute toujours mes consultations par un entretien clinique que je mène auprès du patient et de son accompagnant, s'il y a, bien sûr avec l'accord du patient pour la présence de l'accompagnant, afin de recueillir des informations tant sur l'histoire de vie, le parcours professionnel, la situation actuelle, la personnalité antérieure et la sphère thymique aussi. Hein. Et pour moi, il s'agit aussi d'évaluer le niveau de conscience des troubles. On va le voir, ça a une importance, une grande importance pour quant aux capacités de discernement, de consentement. Donc le niveau de conscience des troubles et aussi la présence ou pas et à quelle intensité de défense psychique telles que le déni, la banalisation, la rationalisation. C'est un éclairage tout à fait nécessaire par rapport à ces fameuses capacités de discernement, hein, et aussi pour évaluer les risques de mise en danger pour la personne elle-même et pour autrui. Enfin, le bilan neuropsychologique va permettre aussi d'évaluer les retentissements des troubles cognitifs sur l'autonomie de la personne et participe ainsi à la démarche diagnostique. Alors, concernant notre cas d'école, Monsieur X, le tableau clinique est dominé par des troubles au niveau des fonctions attentionnelles et exécutives. Alors, petite définition, fonction exécutive, c'est quoi? Ce sont des opérations mentales de haut niveau qui nous permettent de nous adapter à des situations nouvelles. À savoir, il va falloir faire preuve de raisonnement, de flexibilité, d'anticipation, de planification, pouvoir s'ajuster aux changements. Et on sait qu'un déficit dans ces fonctions se traduit par une perte d'autonomie, notamment pour les activités instrumentales dont tu parlais, Marie-Neige, tout à l'heure. Hein. Donc les activités les plus complexes. Et s'accompagne souvent d'une agnosonosie, c'est-à-dire une méconnaissance de ses propres troubles. Donc pour Monsieur X, il y a à la fois ce problème au niveau fonction exécutive, il y a aussi un léger trouble de la mémoire, alors un petit peu moins prononcé. À la consultation mémoire, ce qui nous intéresse dans les maladies neurodégénératives, c'est la mémoire épisodique, puisque c'est celle qui est touchée en premier, notamment dans la maladie d'Alzheimer. Et chez ce monsieur, on retrouve effectivement quelques difficultés qui sont majorées quand il s'agit de rappeler les événements récents ou à venir, cette fameuse mémoire antérograde. Donc les troubles cognitifs ont effectivement, au vu des résultats du bilan, un retentissement dans les activités quotidiennes, les plus complexes, c'est-à-dire que, sans surprise, ce monsieur n'est plus en capacité de gérer ses papiers, ses finances, organiser ses rendez-vous, ça n'est plus possible, gérer la prise de ses traitements non plus, conduire
il présente des risques, du fait des troubles attentionnels exécutifs, il y a une mise en danger pour lui-même et pour autrui, et se rappeler aussi, par exemple, de son code de carte bancaire. Là encore, bien souvent, les patients, je leur demande comment ils font quand ils oublient leur code, ils se mettent en danger parce qu'ils notent le code en gros à côté de, voilà, ça c'est systématique. Donc là aussi, il y a à être vigilant et pouvoir les prévenir et les informer là-dessus. Donc je constate par ailleurs une conscience très partielle des troubles cognitifs. Monsieur X peut reconnaître certaines difficultés, il reconnaît qu'il oublie parfois, mais il les banalise. Bien souvent, ils nous disent vous savez, à mon âge, la mémoire fonctionne moins bien. Effectivement, mais pas que. Il n'est pas conscient du retentissement sur son autonomie. Il ne comprend pas le motif de la consultation, mais il ne s'y oppose pas. Alors on sait peu de choses de ce monsieur, si ce n'est qu'il vit seul depuis de nombreuses années. Il est peu attiré par les relations sociales et peu expressif concernant ses affects. Il ne perçoit pas ses difficultés actuelles concernant les activités quotidiennes. Il n'exprime aucune plainte ni aucune demande. Donc il ne ressent pas le besoin d'être aidé. Il n'accorde pas facilement sa confiance. Il se méfie des personnes qu'il ne connaît pas et il est susceptible de développer un sentiment de persécution en fonction des interventions qu'on va lui proposer. Donc mon positionnement dans le partage d'informations est étroitement lié à la notion de consentement, d'autant plus dans cette situation clinique du fait de la position de refus du patient. Pour rappel, quelques définitions rapides. Selon Lalande, le consentement, c'est un acte de volonté par laquelle on décide ou déclare expressément qu'on ne s'oppose pas à une action dont l'initiative est prise par autrui. Donc, le refus de soins doit émaner d'une volonté certaine et éclairée d'un individu disposant à la fois du gouvernement de sa personne et de ses pensées. Alors là, la notion de volonté dite éclairée nécessite une préservation des capacités de discernement. Et ces capacités de discernement, c'est ce qu'on va nous demander un peu d'évaluer. Il faut les voir sous deux aspects. Il y a à la fois un aspect cognitif, c'est-à-dire ce que la personne est en mesure de pouvoir comprendre, et le fait de se rendre compte des conséquences de ses actes. Il y a un aspect volitif, c'est-à-dire la volonté de la personne. Elle doit pouvoir communiquer ses choix, résister de manière adéquate à la pression exercée par autrui sur elle-même. Donc c'est une notion évidemment très relative qui s'évalue en fonction des circonstances, qui va varier en fonction du type et de la complexité de la décision à prendre. Alors ce que l'on sait, c'est que dans les maladies neurodégénératives, la nosognosie, c'est-à-dire cette méconnaissance de ses propres troubles, augmente avec la progression des déficits cognitifs et va perturber ses capacités de discernement, notamment au niveau de la compréhension et de la conscience des conséquences de ses actes. On sait que l'expression de la volonté est maintenue beaucoup plus longtemps, même si la résistance aux pressions extérieures n'est pas toujours adaptée. Dans ma pratique courante, je recueille systématiquement, en termes de consentement, je recueille systématiquement le consentement du patient à différentes étapes. Dès son accueil, s'il est accompagné, je lui demande s'il souhaite la présence de son accompagnant pour démarrer la consultation. Alors, généralement, ça les rassure et j'ai très peu de refus. Je lui demande en tout début d'entretien s'il consent à ce que j'interroge son accompagnant. Là encore, pour moi, le patient est au cœur de cette consultation et c'est lui qui doit donner son accord pour toutes ces démarches-là. Je ne fais jamais de bilan en présence de l'accompagnant, soyons clairs là-dessus. Le test, ça se passe entre le patient et moi. À la fin de l'évaluation neuropsychologique, enfin à la fin des tests, c'est le patient qui reçoit en premier les résultats. C'est-à-dire que j'en fais une restitution orale et je lui demande à nouveau s'il souhaite ou pas la présence de son accompagnant pour cette restitution de résultats. Je peux lui remettre un compte-rendu écrit s'il le souhaite. Ça, c'est à sa demande. Et j'en profite également pour aborder quelques éléments concernant le projet de soins afin d'évaluer ce qu'il est en mesure d'accepter ou pas. Je me centre aussi sur sa capacité à entendre
une annonce diagnostique. Et j'alerte le médecin si je considère qu'il y a mise en danger pour le patient ou pour son accompagnant à entendre le diagnostic. Et là, on va le travailler, on va attendre un petit peu pour cette annonce. Alors, en termes de partage d'informations, à l'issue de ce bilan, j'informe le patient qu'un compte rendu écrit sera remis au médecin demandeur de mon service, à savoir Marie-Neige. Et conformément à l'article L1110-4, qui nous dit que lorsque les professionnels appartiennent à la même équipe de soins, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social. Donc ces informations seraient été confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe. Concernant Monsieur X, les informations que je partage au sein de l'équipe, dont dans ce compte rendu écrit, sont celles qui relèvent de l'évaluation des troubles cognitifs, de leur retentissement sur l'autonomie et des mises en danger potentielles. Donc concernant à la fois la conduite automobile et la gestion des activités du quotidien. J'échange également avec l'équipe autour de l'état thymique du patient et de son niveau d'acceptation ou de refus concernant le projet de soins. Les informations que je ne partage pas au sein de l'équipe sont celles qui relèvent de l'intime. Malgré ses résistances, Monsieur X va me confier quelques éléments de sa vie privée, de son passé. Si ces éléments ne seront pas rapportés dans mon compte-rendu, ni à l'écrit, ni oralement, sauf s'ils peuvent aider dans la prise en charge. En ce cas, je demande à Monsieur X l'autorisation de partager certaines de ces informations, donc là qui relèvent de la sphère intime et personnelle. Concernant maintenant le partage d'informations avec les professionnels qui n'appartiennent pas à la même équipe, là, je demande systématiquement le consentement au patient. Ainsi, dans cette situation clinique, je vais demander le consentement de partager certaines informations, et je préciserai le contenu avec la mandataire, notamment autour du projet de vie, de la volonté de Monsieur X de rester chez lui. On va discuter autour de ces possibilités-là. Et je demanderai l'autorisation d'échanger avec Bastien, avec le coordinateur PTA, autour de la mise en place d'aides à domicile. On sait que ce monsieur, il est un petit peu méfiant. Comment on va pouvoir introduire les aides à domicile en essayant de respecter au plus près la personnalité de ce monsieur, sa demande et son absence de demande surtout. Alors, je souhaiterais dire quelques mots autour des notions de vulnérabilité et de respect, peut-être terminer là-dessus. Les patients dont nous avons la charge se trouvent souvent dans une condition de faiblesse et de vulnérabilité. Leur jugement, leur capacité de discernement peuvent être mis en doute. Rappelons que les vulnérables sont ceux pour qui les principes d'autonomie, de dignité ou d'intégrité sont à même d'être menacés. Et donc respecter au mieux le choix et les souhaits de la personne malade doit demeurer la priorité. Donc voilà ce que je souhaitais dire sur ce partage. Peut-être, j'avais deux précisions qui me viennent par rapport à cet échange. On parle depuis tout à l'heure consentement ou non-opposition. Il est rappelé, il me semble, dans la loi que si certains se posent la question, il n'est pas forcément écrit. Ce consentement ou cette non-opposition, c'est peut-être important à dire. Non. Parce qu'on peut récupérer la parole de la personne elle-même sans forcément que ça soit écrit. Il y a des modèles de récupération de consentement écrit. Très bien s'ils sont faits, mais c'est pas obligatoire. Ça, c'était une première précision que je voulais apporter. Une autre par rapport à ce que tu viens de dire au niveau du respect de la personne. Bien entendu, et c'est rappelé dans la loi, et on est d'autant plus vigilant dorénavant, peut-être, et c'est un point positif beaucoup plus qu'avant, c'est pas parce que, par exemple, une personne est vulnérable que son aidant nous dit c'est bon, il est d'accord, c'est bon, vous pouvez partager. Non. Maintenant, c'est terminé, ça. La parole de l'aidant, aussi bienveillant qu'il soit, je remets même pas en question son positionnement, ça peut être malveillant, mais aussi bienveillant qu'il soit, cette parole-là et cette non-opposition de l'aidant à notre intervention ou au partage des informations n'a aucune valeur. Le patient doit rester au cœur de la démarche. Donc ça, c'est redit dans la loi et c'est très important, et je pense que ça a recentré aussi les professionnels, où auparavant, on aurait pu se dire, l'aidant, bien sûr qu'il est bienveillant, bien sûr qu'il est d'accord, et on en oublie peut-être même d'informer le patient lui-même. Oui. Et ça, c'est un biais, je pense que la loi a corrigé, et qui est très important et qui a permis de nous recentrer sur le patient. C'est les réflexions qui me venaient par rapport à ton intervention.
Oui, merci beaucoup. C'est effectivement un point très important. Alors, avant de prendre les questions, je pense que je voudrais qu'on termine sur un point qui, pour nous, est un casse-tête très régulier, qui est celui de la conduite automobile. Donc, on a bien entendu ce matin, et pour avoir été membre d'un jury de thèse qui ne portait que là-dessus, le médecin n'a en aucun cas le droit de faire savoir à qui que ce soit que le patient est dangereux à la conduite automobile. Donc le médecin ne le fera pas, ne doit pas le faire. Par contre, comment peut-on se débrouiller autrement ? Bastien va répondre. Enfin nous, ça nous arrive effectivement de nous inquiéter de la conduite automobile, notamment les familles. Souvent nous sollicitent, mais effectivement, ce qu'on leur dit, c'est que c'est pas. Souvent, je suis les patients discrètement pour voir comment ils repartent avec leur voiture à la fin du bilan, parce que franchement, oui. Oui, on est vrai qu'on soucieux. s'inquiète si le patient revient un quart d'heure après n'ayant pas retrouvé sa voiture sur le parking. Et là, on se dit oui, il y a peut-être un souci. En tout cas, les familles souvent nous posent la question. Et sur le domicile, évidemment, il y a ce que nous dit la loi, et je vais y revenir. Je ne parle pas du débranchement de la batterie, tout ça par les aidants, ça des fois ça se pratique. Mais on a des personnes qui ont des ressources et qui appellent des réparateurs, ça m'est arrivé. C'est pour ça que voilà. Mais la loi effectivement répertorie des pathologies qui rendent inaptes à la conduite. Donc c'est l'arrêté de 2015. Mais encore faut-il que le patient accepte, consentant. Voilà. Alors on va avoir des différents accepte d'aller faire la visite dans médicale. Ce sujet-là parce qu'il est important. Donc effectivement, on peut et toute personne peut s'apercevoir des difficultés à la conduite d'une personne sans même savoir quel est son diagnostic, mais être inquiet. Et donc à ce moment-là, c'est une démarche auprès de la préfecture. Au niveau de la préfecture, qui l'a fait? Tout le monde peut la faire. Un voisin, une famille, un médecin. Non, pas le médecin. Pas le médecin. Pas le médecin traitant de la personne. Mais la famille, oui. Alors, la famille, oui. Différents professionnels qui voient la difficulté de la personne doivent pouvoir faire ce signalement auprès de la préfecture. Après, la préfecture s'appuiera également sur une expertise. Comme il y a des médecins habilités auprès du tribunal pour les mesures de protection juridique, il y a des médecins habilités pour l'évaluation de la conduite automobile. Donc il faut arriver à convaincre le patient d'aller rencontrer ce médecin agréé auprès de la préfecture. Tout l'enjeu, il est là. Tout l'enjeu est là. Et après, ça, on a le droit de le faire, nous. Ah oui. Et après, on découle différents enjeux éthiques, puisque face aux pathologies que l'on peut rencontrer, pour une personne qui a un problème cardiaque, il est tout à fait il adhère à ce projet-là. Bon, il n'y a pas de souci, mais dans le cas des pathologies psychiatriques ou cognitives, on peut être face à des refus d'aide et de soins et une conduite qui est toujours en place. Donc là, c'est un vrai nœud éthique, puisqu'il va falloir amener la personne à la convaincre de faire ces tests-là nécessaires à la suspension de son permis. À savoir que la personne peut le refuser et il n'y aura pas à son domicile des policiers qui vont venir la chercher pour aller passer ses tests et suspendre son permis. Ou autre cas de figure, elle peut aller passer ses tests, il peut y avoir une déclaration à la préfecture de la suspension du permis, mais elle conduit toujours. On ne va pas lui retirer sa voiture. Autre enjeu éthique, puisque là, à ce moment-là, la personne, son assurance est au courant, cette personne n'est plus assurée. Si elle cause des dommages matériels ou même humains, voire des morts, cette personne n'est plus assurée. Et conduit toujours. Donc là, il n'y a pas de solution miracle. Nous, on fait la démarche officielle d'accompagnement et d'accompagnement des familles ou de l'entourage proche de la personne et de la personne elle-même à la convaincre d'effectuer ces tests. Là, ce travail-là peut être plus ou moins long et plus ou moins difficile. Après, un des enjeux, c'est d'essayer de mettre en place des palliatifs à cet arrêt de la conduite. Et d'où l'intérêt de notre intervention en termes de coordination de parcours, c'est qu'on a connaissance sur les territoires de tout ce qui peut se faire en termes d'alternatives de mobilité et de mise en place d'aide. Donc tout l'enjeu est de convaincre le patient de cette possibilité-là et de l'arrêt de la conduite automobile, qui est bien souvent quand même très intime chez les gens. On le voit, on l'a tous. Surtout les messieurs. Oui, bien sûr. Moi, j'aime pas conduire, donc bon. Moi, si on peut me conduire, ça c'est très bien. Mais effectivement, surtout chez les messieurs, peut-être. Et l'enjeu est effectivement là, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Là, vraiment, c'est vraiment à réfléchir en équipe, pas à porter seul, parce qu'il peut y avoir vraiment des cas dramatiques, avec des mises en danger très importantes. Donc, c'est vraiment à partager ce genre de réflexion et de voir, de peser le pour et le contre en termes de bénéfices et de risques par rapport à telle ou telle démarche. Voilà. Absolument. On va peut-être, il nous reste un quart d'heure, si je compte bien, on va peut-être pouvoir répondre aux questions.
Merci à tous les 5. Alors je pense que vous avez été très clairs parce qu'il y a assez peu de questions. Voilà. Ou alors on est sur une pause après le repas et qu'il y a un petit temps de digestion qui voilà, permet de... Il faut que le temps que le cerveau se réhydrate et se revascularise. J'ai quand même une question sur, dans le cas où les intervenants auprès de la personne âgée décèlent une certaine influence de la part d'un proche. Bastien, tu en as parlé, tu parlais de bienveillance, mais parfois il y a aussi de la malveillance. Quant à ces prises de décision, la transmission des informations à d'autres proches par exemple, dans le cas où le patient peut être considéré comme personne vulnérable, le soignant a-t-il des recours? Voilà. Alors, si tu peux redire la question. Ouais, on n'a pas bien entendu. Ouais. Votre voix est un peu faible. Dans le cas où les intervenants auprès de la personne âgée décèlent une certaine influence de la part d'un proche, quant à ses prises de décision notamment, ou la transmission des informations à d'autres proches par exemple, dans le cas où le patient peut être considéré comme une personne vulnérable, le soignant a-t-il des recours? Le recours au premier, c'est une demande de protection juridique, il me semble, pour représenter la personne et sa parole, surtout sous l'influence d'un tiers. Moi, il me semble que c'est une démarche qui peut être faite par n'importe quel professionnel ou même l'entourage proche. Et je pense que ça permet de protéger la personne de toute influence négative autour d'elle. Et de spoliation. Alors justement, il y a quelque chose que je trouve très difficile d'échanger, notamment avec le juge, notamment sur un certificat pour une demande de protection juridique. C'est les réticences, enfin, je ne sais pas si le mot est bien, mais qu'on a vis-à-vis de la famille. Parfois, on a quand même le sentiment que la famille n'est pas forcément bienveillante, et on sait que les juges vont donner de façon prioritaire la tutelle ou la curatelle, vont désigner un membre de la famille, le conjoint ou les enfants. Et parfois on est vraiment, on a l'impression que c'est pas la bonne, enfin que ça n'a pas l'air de coller. Et ça c'est très difficile de l'exprimer au niveau du certificat médical. Vous voyez, de dire il me semble qu'il faudrait que ce soit un tiers et pas la fille qui a pas l'air adaptée ou qui a l'air fâchée avec toute sa fratrie. Enfin, c'est ça, je trouve ça très compliqué d'échanger là-dessus. Il n'y a pas des petites formules magiques du style vu les dissensions intrafamiliales, il nous semble préférable que le tuteur soit... On peut parler de conflits aussi familiaux. Disons qu'en fait, depuis l'année dernière, effectivement, l'habilitation familiale est quelque chose que les juges souhaitent en premier, pour des tonnes de raisons. Mais la plupart du temps, dans les situations de mesures de protection, un tiers, quel qu'il soit, a plus de recul et de facilité pour exercer un mandat de protection, parce qu'il met tout le temps la personne au centre de ses préoccupations. Et s'il y a une famille qui est extrêmement envahissante, extrêmement invasive, interventionniste, voire même moyennement traitante, en tous les cas, moi, ce que je fais avec l'équipe, on la reçoit dans le cadre du service, vraiment un rendez-vous très officiel, et on repositionne le rôle de chacun, le mandataire, la famille, la personne protégée. Et là, la personne sent que ça va être un peu plus compliqué pour faire ce qu'elle veut avec la personne. Et du coup, ça remet les choses dans le bon ordre. Alors, je dis pas que c'est gagné, mais en tous les cas, c'est ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment s'occuper de la personne à protéger. C'est vraiment l'axe numéro 1. Enfin, moi, en tous les cas, c'est comme ça. Je voudrais rajouter, sans parler de malveillance, il y a bien souvent des familles en grande souffrance. Et parfois, une prise en charge de la famille peut aider à apaiser la situation, à apaiser les tensions entre l'entourage familial et le patient. Je crois qu'il faut aussi se tourner vers là. Une irritabilité, une agressivité de la part de la famille peut être le signe d'une souffrance psychique importante dont il faut s'occuper. Pour peut-être rajouter un niveau d'éthique, puisqu'on est dans un espace éthique, il est arrivé une situation où, face à une personne vulnérable, le fils de cette personne était membre de fait de l'équipe de soins parce qu'il était professionnel de santé auprès de cette personne. Il s'est avéré qu'il semblait qu'elle était malveillante. Et en termes de partage d'informations dans une équipe de soins avec un membre de la famille qui semble pas bienveillant,
un petit enjeu éthique, je vous laisse réfléchir là-dessus. Nous, la décision, en fait, c'est qu'on a arrêté l'utilisation notamment de l'utilipacoglobule, parce que la personne de la famille qui était membre de l'équipe de soins était, semble-t-il, malveillante. Mais je laisse tout ça à la réflexion de chacun, mais ça met un autre enjeu en termes de partage d'informations face à une personne vulnérable. Ce qui est parfois difficile pour la demande de mesures de protection juridique, c'est la famille ne se sent pas à le faire. Ils ont peur que la personne leur en veuille éternellement, ils ont peur de mettre le pied dans de l'agressivité, etc. Et donc ça peut être très très compliqué pour eux. Et le médecin, Après, il y a aussi la possibilité d'être co-tuteur, puisqu'il y a souvent une tutelle au bien, une tutelle à la personne. Donc ça peut être aussi intéressant quand les familles se sentent effectivement en difficulté. Elles peuvent être tuteur à la personne, c'est-à-dire prendre des décisions avec aider à la prise de décision avec leur conjoint ou leurs parents, et puis une tierce personne est tuteur au bien. Enfin, en tout cas, il peut y avoir des aménagements quand même différents. C'est ça. En fait, dans les mesures de protection, il y a la tutelle au bien et à la personne, la tutelle au bien ou la tutelle à la personne. Pareil pour la curatelle renforcée. Et après, il y a la curatelle simple et la sauvegarde. Bon, en fait, en général, c'est dans l'autre sens. C'est sauvegarde, curatelle simple, curatelle renforcée, bien ou personne, et tutelle, bien ou personne. Voilà. Mais on peut partager, effectivement, la mesure de protection avec une personne de l'entourage. Ça peut être une famille ou une autre personne qui, en règle générale, garde la tutelle au bien ou la curatelle au bien et à la personne, et nous on fait tout ce qui est attrait à tout ce qui est ressources, dépenses, démarches administratives, c'est tout ce qui est donc les démarches par rapport au bien. Mais alors après l'idée c'est que tout le monde puisse travailler ensemble. Et puis si jamais on constate que ce n'est pas possible, le rôle du mandataire c'est d'en informer le juge. Voilà, pour qu'il revoie comment on peut travailler tous ensemble. C'est important, ça. Alors, je voudrais juste demander à Sophie. Tout à l'heure, elle disait il y a des aidants ou des personnes autour, des personnes protégées qui vont être mises sous mesure de protection, qui sont en souffrance. Donc, quand on est mandataire, on s'adresse à qui pour demander de l'aide pour ces personnes-là? Je vais parler de ma pratique. Si la personne, si le patient est suivi dans un centre mémoire. Ça, c'est facile. Là, c'est simple, c'est-à-dire que nous ici, on a cette pratique-là, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de toutes les familles qui en ont besoin autour des patients dont nous avons la charge, évidemment. Je ne vais pas aller m'occuper d'une famille dont le proche serait pris en charge dans un autre centre mémoire. Ça ne peut pas. Mais bon, après, il y a d'autres possibilités. Il y a des psychologues en libéral, il y a d'autres. Il y a des équipes d'aide aux aidants aussi. Il y a des équipes d'aide aux aidants, développé, donc. Des groupes de parole. Enfin, il y a quand même pas mal d'alternatives. Non, parce que j'ai une situation en tête. Et effectivement, la dame est en souffrance. Il y a un fils qui s'occupe pas des affaires de sa mère, qui n'est pas sous mesure de protection. Et le monsieur, c'est nous qui gérons la mesure. Bon, c'est un monsieur qui est a priori, je dirais, dans plutôt les derniers moments de sa vie, et on se rend bien compte que la dame va avoir des difficultés après. On a interpellé le fils qui nous dit non, vous inquiétez pas, je m'en occuperai. Mais non, il va pas s'en occuper. Et là, qu'est-ce qu'on a comme moyen, nous, pour justement alerter, je dirais, un professionnel pour aider la dame, qui va bientôt, d'ici, je sais pas, à combien de semaines, se retrouver seule, et seule sans ressources. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est monsieur qui permet à madame d'avoir des ressources. Mais messieurs, dames... Je pense que le principal interlocuteur, c'est quand même le médecin traitant de cette femme. Oui, mais justement, il n'est pas aidant, lui. Alors, il faut respecter la liberté de chacun. Merci Madame Raffray pour la réponse. Bon, alors on verra bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Monsieur Fernandez? Il y a plutôt des commentaires dont je vais vous faire part. Attention cependant de ne pas investir un soignant d'une forme de devoir de signalement parce que la personne serait considérée par lui comme vulnérable sans forcément pouvoir objectiver l'opinion. La pluridisciplinarité avant la décision devrait être de mise pour éviter les interventions excessives. Voilà. L'échange pluridisciplinaire, on le pratique en général. Il n'y a pas une décision seule, à part si on est seul professionnellement dans les situations et face à une grande vulnérabilité ou une situation de danger. Oui, puis je pense que la représentativité, là, ne serait-ce que de la table ronde, montre bien cette pluridisciplinarité également. Une autre remarque,
forme un peu de question, mais est-ce éthique de respecter le refus d'un patient de transmettre des informations à un certain membre de sa famille, sachant que ce refus entraîne une grande souffrance pour la famille? Bien que nous devons toujours voir le patient au centre des soins, notre rôle est tout de même également de prendre en charge l'environnement de la personne et donc de sa famille. Enfin, les familles ont besoin effectivement de mettre des mots sur ce qui se passe, et notamment une annonce diagnostique va souvent apporter ces mots et apaiser. Rarement les familles sont, enfin j'ai quelques familles en prise en charge en état de choc suite à une annonce diagnostique, mais c'est rare. La plupart du temps, le diagnostic finalement apaise, rassure, déculpabilise. Alors, si le patient refuse que l'information et le diagnostic soient donnés à la famille, si je suis moi dans le cas où je reçois cette famille, de toute façon, moi je parle jamais de diagnostic, c'est pas mon métier, c'est pas mon champ de compétences, mais je vais parler des troubles avec eux. C'est-à-dire qu'ils vont me dire, ben voilà ce qui se passe à la maison, comment je peux faire, je ne sais pas ce qui se passe. Et avec eux, je vais tricoter autour de ces situations et essayer d'apporter cet apaisement. Et bien souvent, les familles finissent par dire, mais dites-le moi, il a bien la maladie d'Alzheimer. Je dis, ben ça, voilà. Moi, j'ai pas à me positionner, mais tous les troubles que vous décrivez, effectivement, s'en rapprochent. Voilà. On peut quand même, je vais pas nier non plus, hein, même si je l'annonce pas. Je pense qu'effectivement, même dans l'accompagnement que l'on peut avoir en coordination de parcours autour de la personne, on a un travail différencié avec les aidants. On reformule, on reparle du quotidien. Si la personne refuse, franchement, on est sur cette acceptation de ce refus, et on va parler différemment à la famille et de voir leur implication dans l'accompagnement du proche, leur niveau de souffrance, et de voir en quoi on peut les aider. Mais non, on respecte vraiment enfin moi en tout cas. Enfin, et moi, c'est finalement, il n'y aura pas trop de différence dans l'accompagnement de ces familles. Avec ou sans annonce diagnostique, oui. Parce qu'on va parler du quotidien, des difficultés, de la souffrance. S'il n'y a pas le mot, s'il n'y a pas le diagnostic, c'est pas ça qui va réellement empêcher le cheminement. Et il y a aussi une précision une remarque sur la possibilité de préciser sur le certificat médical du médecin psychiatre et de protection familiale défavorable. Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Ah oui. Voilà. Donc c'est une remarque complémentaire. Et une question, certains établissements utilisent-ils un outil pour tracer le non-consentement et ou le droit d'opposition de la personne? Je pense à Bastien, j'ai pas utilisé... dans l'outil Paco Globule, il y a un endroit où on trace, hein, comme je disais tout à l'heure, et pas forcément un outil, enfin un papier à remettre, hein, une signature à récupérer, mais obligatoirement par contre, on a le devoir d'information et on a le devoir de tracer. Donc on a un endroit... Et on ne peut pas partager toutes ces informations dont on vient de parler avec la personne tant qu'on n'a pas récupéré ça. Si on a récupéré ces non-oppositions et qu'on les a tracées, l'outil informatique nous permet alors de créer un dossier de coordination où on peut partager. C'est vraiment, si on n'a pas récupéré ces non-oppositions, l'outil informatique même nous empêche de créer ces informations, ce fameux journal Paco Globule où on peut échanger. L'outil informatique est fait exprès pour nous empêcher de le faire. Donc il faut faire cette démarche de traçabilité dans tous les cas. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que les médecins prennent l'habitude d'écrire quand ils ont demandé la permission ou quand ils préviennent. Il faut que le patient soit prévenu que son dossier peut être discuté avec d'autres professionnels. Ça, c'est vraiment très important. On va le passer en staff. Je vous dirai la prochaine fois ce que l'ensemble des intervenants spécialistes en pensent. Il y a un côté rassurant souvent. Et jamais personne ne m'a dit non, pour l'instant. Oui, moi je suis d'accord. Après, c'est vrai que je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que parfois, effectivement, les patients sont étonnés qu'on transmette l'information. Moi, quand je les reçois en consultation mémoire, je leur dis je leur demande si je peux envoyer le courrier, effectivement, au médecin traitant, mais peut-être aussi à d'autres spécialistes qui les suivent. Jamais un patient n'a opposé un refus, mais c'est vrai que ça a vraiment du sens parfois effectivement d'échanger avec le cardiologue parce qu'on va prescrire des médicaments qui vont avoir des interactions, et donc
en général, ils sont très étonnés et très contents que ils disent, ah, mais c'est comme si ils se disent, ah, mais vous croyez que ça va, alors parfois ils me disent, vous croyez que ça va l'intéresser? Alors je dis, oui, je pense vraiment, c'est votre, mais même que le cardiologue ou le neurologue ou soit dans la boucle. Alors, je demande aussi pour les orthophonistes parfois, parce qu'il y a un certain nombre d'informations qu'on leur. C'est très très rare. Enfin, moi personnellement, ça ne m'est jamais arrivé qu'ils refusent. Mais en tout cas, c'est une information que je leur donne, soit à la fin de la consultation, soit au milieu. Enfin, en tout cas, il y a un échange qui a lieu sur ce thème. C'est bon? Eh ben, écoutez, je pense que c'est le moment de conclure. Merci à tous les intervenants de la table ronde. Merci à ceux qui ont eu la patience de nous écouter jusqu'au bout. Et bonne qui vous suite à tout le remercie monde. également. Voilà, on a les petits messages qui vous remercient et qui vous remercient pour cet exposé très clair et à diffuser largement. Voilà, nous sommes en train de faire et que nous contribuerons à faire ensuite. On a donné notre autorisation. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation et pour la qualité et la richesse de vos échanges.